Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e chapitre en ce qui concerne la partie physique du programme de sciences et ingénieurs. Et donc on a terminé la mécanique et on va commencer par une nouvelle discipline qui s'appelle la thermodynamique. Alors la thermodynamique, thermo ça fait penser par exemple à chaleur et dynamique ça fait penser justement au mouvement. Et bien donc ça va être l'étude des échanges de chaleur ou plus particulièrement on va dire des échanges d'énergie. Donc la thermodynamique c'est cette partie de la physique qui va traiter des transferts, des échanges d'énergie que l'on peut étudier. Alors, déjà, premièrement, on va essayer de définir notre système thermodynamique. En mécanique, on avait déjà défini un système. Alors nous on avait fait plutôt la mécanique du point, on disait que notre solide était plutôt fait dans un point, dans un système thermodynamique ce n'est pas possible. En fait on va dire que globalement ici un système thermodynamique ça va être, on va étudier par exemple des échanges de chaleur par exemple entre les gaz, entre les fluides, entre les liquides et entre les solides, donc on va dire que c'est un nombre très élevé de particules. Voilà, donc je vais prendre plein de particules et ça va être mon système qu'on va appeler thermodynamique. Alors on va pouvoir noter ça. Donc un système thermodynamique est un ensemble constitué d'un nombre très élevé de particules microscopiques. Alors donc on va toujours distinguer, il faut faire très attention, thermodynamique, c'est son système et le reste. Donc en fait ici ça c'est notre système, donc je vais l'appeler S. La frontière, donc la frontière entre les deux, on va l'appeler donc grand sigma, et puis tout le reste, c'est ce qu'on va appeler le milieu extérieur. Alors, il faudra bien faire attention avec son système, puisque les échanges d'énergie pourront être positifs ou négatifs, on le verra après en remarque, mais en gros, il faudra toujours considérer son système comme étant le centre de notre attention. Alors, on va définir 3 types de systèmes. Alors, vous avez un premier système, le premier, celui-là, il ne peut échanger ni matière, ni énergie avec l'extérieur. En fait, c'est ce qu'on va appeler un système totalement isolé. Donc, on va pouvoir noter ici. Donc, le premier ici qui est en rose, c'est un système isolé, c'est-à-dire qu'il ne peut rien échanger. D'accord. Alors c'est un système qui est qui n'existe pas en réalité. Le seul véritable système qui existe, qui est totalement isolé, c'est l'univers. Donc sinon tout le reste, il y a toujours un petit peu d'échange d'énergie ou toujours un petit peu d'échange de matière. Mais par contre, ça va être un cas idéal qui va nous servir dans bien des cas pour simplifier tout simplement les choses. Donc un exemple. Des choses qu'on va considérer comme un système isolé, c'est par exemple une bouteille thermo. Alors on va marquer ici bouteille, un thermos. Alors en fait, bouteille thermos, nous on appellera pas ça bouteille thermos, on appellera ça calorimètre par exemple. Un calorimètre c'est quelque chose donc on va considérer qu'il n'y a aucun échange avec l'extérieur, ni de matière ni d'énergie. Voilà, alors ça peut être vrai dans un certain laps de temps assez court, par contre sur la longue durée ça n'est pas possible évidemment. Deuxième type de système qui existe, c'est un système qui peut échanger de l'énergie mais pas de matière avec l'extérieur. Alors celui-là, on va l'appeler système fermé. Fermé, ça veut bien dire que globalement, je ne peux pas échanger de matière. Par contre, l'énergie, c'est tout simplement une bouteille qui ne serait pas thermos, un récipient étanche quelconque, une bouillotte, n'importe quoi, enfin quelque chose qui est vraiment justement fermé. Donc on va pouvoir marquer par exemple un récipient, par exemple étanche, ou tout ce qui est fermé. Voilà, tout ce qui est fermé. Un récipient qui est hermétiquement fermé, pardon, il n'y a pas des E, un récipient hermétiquement fermé, ça fonctionnera. Et le dernier système, en fait, il peut changer tout ce que l'on veut, c'est-à-dire et de la matière et de l'énergie avec l'extérieur, donc on appellera ce système, ouvert. Un système ouvert, en fait, c'est tout. Par exemple, je sais pas moi, il va échanger de la matière, par exemple, les tuyères d'un avion en réaction, une turbine, n'importe quoi. Ça pourra échanger et de la matière et de l'énergie. On peut marquer, par exemple, je sais pas moi, tuyère, c'est bien. Donc, tuyère d'un avion en réaction. Voilà, voilà, c'est tout ce qui peut échanger, tout le reste. Alors, donc je vous l'avais dit tout à l'heure, il faudra toujours considérer son système comme le centre de l'objet. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que le système va recevoir comme énergie sera considéré comme positif, et tout ce qu'il va perdre, lui sera considéré comme négatif. Et c'est toujours le système qui est au centre. Donc si le système reçoit de l'énergie, cette valeur sera comptée comme positive, et s'il en perd, s'il en cède dans ce cas-là, ça sera compté comme cette valeur sera comptée comme négative. Voilà, ça c'est très important parce que sinon on va se tromper dans les sens et ça va être un petit problème.
Alors, on a vu ce que c'était que notre système thermodynamique. Il va donc échanger des choses, peut-être à l'extérieur ou alors à l'intérieur. Peu importe, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des échanges d'énergie. Alors, on va essayer d'abord de définir ce que c'est que l'énergie. Donc, on va aller voir ici. Donc, c'est le grand 2, c'est l'énergie d'un système. Alors, cette partie-là, elle n'est pas tout à fait véritablement dans votre programme, mais je me dis que c'est tout à fait indispensable de savoir véritablement ce que c'est que l'énergie. Hein, c'est une notion dont on entend parler tout le temps, et finalement, on sait pas vraiment ce que c'est, et on va essayer de définir ce que c'est. On va définir toutes les formes d'énergie, les différents types de transfert d'énergie qui existent, de manière la plus générale possible, pour essayer d'appréhender cette notion d'énergie qui est fondamentale en physique. C'est pour moi la notion la plus fondamentale qui existe, c'est l'énergie. Alors déjà, premièrement, comment est-ce qu'on va la noter? Eh bien, l'énergie, on va la noter E majuscule, comme ceci. On peut aussi trouver, par exemple, un E comme ceci, un E un petit peu, donc, caractère manuscrit, ça dépend. Moi, j'utiliserais plutôt le EI ici, parce qu'elle est plus facile à faire. Par contre, des fois, il y a plusieurs E, et donc, pour distinguer l'énergie des autres grandeurs qu'on va noter E, on la mettra comme celle-ci. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Eh bien, ça va être la capacité d'un système, eh bien, donc notre objet d'étude, à modifier un autre système. Ça va être la capacité, on va dire, à produire une action, et donc à modifier les choses. Si vous voulez modifier quelque chose, si vous voulez faire une action, eh bien, vous allez avoir besoin d'énergie. Donc c'est ce qu'on va noter ici. Donc, est une grandeur caractérisant la capacité d'un système, notre objet d'étude, à modifier, eh bien, un autre système. Ce qui est fondamental ici, c'est que quelle que soit la forme d'énergie, eh bien, elles vont toutes se mesurer dans la même unité, c'est le joule. Donc elle va se mesurer en joule, et le symbole du joule, c'est J majuscule. Quelle que soit cette forme, c'est forcément des joules. Alors par contre, il est vrai qu'on va pouvoir utiliser d'autres unités. Par exemple, en électricité, on peut utiliser le kilowatt-heure, hein, ça c'est tout à fait possible. On peut aussi utiliser par exemple le watt-heure. On peut aussi d'autres unités, alors il y en a plein d'autres, je vais vous en donner une autre. Par exemple, on va utiliser par exemple la TEP, TEP. Alors ça c'est quoi? C'est la tonne équivalent pétrole, hein. Ça veut dire que l'énergie qu'on va libérer en brûlant une tonne de pétrole par exemple, et bien ça c'est une unité qui est utilisée. Il y a aussi la calorie, le kilocalorie, bon voilà, l'électronvolt, c'est possible aussi, d'autres unités d'énergie, mais en termes de dynamique ce sera principalement ces trois-là. Donc j'ai marqué TEP, ça veut dire c'est tonnes équivalent pétrole. Voilà, il y en a d'autres, hein. On n'est pas obligé de toutes les connaître. Voilà. La plupart du temps, ce sera le joule. Il faudra savoir peut-être comment convertir des joules en kilowattheures ou des kilowattheures en joules. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais vous le faire sur le côté, c'est pas très dur, puisque en fait, par exemple, eh bien, 1 kilowatt-heure, hein, comme ceci, eh bien en fait, c'est bien 1 kilowatt que je vais le décaler un peu, c'est 1 kilowatt que je vais multiplier bien par une heure. Hein. Alors, l'unité du système international, bah, c'est pas le watt, hein, c'est pas le kilowatt, pardon, c'est le watt. Et dans le système international, eh bien, c'est pas l'heure, eh bien, c'est la seconde. Donc, en fait, je peux convertir ici, ça fait 1000 watts fois, eh bien, 3600 secondes, hein, ce qui vous donne 3,6 fois 10 puissance 6, eh bien, joules seconde, eh bien, les joules secondes, eh bien, c'est ce que, pardon, j'ai mis joule seconde, pas joule seconde, c'est watt seconde. Donc watt seconde. Et les watts secondes, et bien justement, et bien ce sont des joules. Donc voilà, le joule, ce sont les watts secondes. Donc en fait, pour passer des kilowattheures au joule, et bien je fais fois 3,6 fois 10 puissance 6. Et si je veux faire le contraire, bah, je te fais faire l'inverse. Voilà. Alors, donc, quels sont les différents types de formes d'énergie qui existent? Alors, bah, en fait c'est simple, il n'en existe que deux. Dans tout l'univers, il n'existe que deux types de formes d'énergie. Alors en fait, la première, c'est de l'énergie qu'on va appeler énergie cinétique. Alors qu'est-ce que c'est de l'énergie cinétique? Eh bien c'est de l'énergie qui est due au mouvement des particules des objets. Donc ça c'est la première, donc ça va s'appeler donc l'énergie, donc énergie cinétique. On va la noter EC, E majuscule C petite ici, et donc elle est due au mouvement, il y en a plusieurs, au mouvement des particules
un petit peu juste comme on place. Alors par contre, eh bien les particules, soit c'est un objet macroscopique, et bien dans ce cas-là, on va appeler tout simplement de l'énergie cinétique. Donc là, par exemple, une balle de tennis qui se déplace, ou une voiture, n'importe quoi, une planète, voilà, ça c'est un objet macroscopique. Et ça va être donc de l'énergie cinétique qu'on va appeler couramment. Par contre, il en existe une deuxième, c'est l'énergie cinétique des particules. Alors l'énergie cinétique, eh bien on va appeler ça donc premièrement, c'est l'énergie cinétique macroscopique, que l'on appelle simplement énergie cinétique. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique de la visite. Mais par contre, il existe aussi une énergie cinétique microscopique. C'est l'énergie justement, d'agitation des particules. Une particule qui s'agite, elle a une certaine vitesse, donc elle va posséder une énergie cinétique. Alors vous savez peut-être que si vous chauffez un système, par exemple un gaz, si vous chauffez un gaz, qu'est-ce qui va se passer au point de vue microscopique? Les particules vont s'agiter plus, donc elles vont avoir une vitesse plus importante, c'est-à-dire une énergie cinétique plus importante. Ça, c'est tout simplement qu'on appelle l'énergie thermique. Donc l'énergie thermique, c'est l'énergie d'agitation des particules. Alors, d'habitude, on n'appelle pas ça énergie cinétique microscopique, on appelle ça énergie thermique, mais c'est de l'énergie cinétique. Donc communément appelée énergie thermique. Énergie thermique, souvent la note ETH pour énergie thermique. Voilà. Donc ça c'est la première forme d'énergie, c'est l'énergie qui est due à la vitesse des particules ou des objets, peu importe. Le deuxième type de forme d'énergie qui existe, ce sont les énergies qu'on va appeler donc potentielles. Donc le deuxième point, ce sont donc les énergies. Les énergies, alors on va dire plutôt dites potentielles, voilà, c'est plutôt une dénomination dite potentielle. Non, ça va pas, j'ai mis un, ça va pas, ça paraît, donc potentiel. Et donc, on va les noter EP, E pour énergie, et potentiel, ici. Alors, on en connaît pas mal des énergies potentielles, il y en a certaines que vous ne connaissez pas. La première, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Le fait de monter un objet sur la Terre en hauteur, ça va vous demander de l'énergie, ça c'est pas naturellement, et donc ça veut dire que le fait de monter cet objet en hauteur, il va acquérir une certaine énergie qui est due donc à sa position dans un champ gravitationnel. Donc on va pouvoir noter que le premier c'est l'énergie potentielle de pesanteur, qu'on va appeler donc la plupart du temps EPP pour énergie potentielle de pesanteur, et elle est due donc à la position dans un champ gravitationnel. La deuxième aussi que l'on connaît, c'est ce qu'on appelle de l'énergie potentielle chimique. Donc énergie potentielle, chimique. Alors en fait, on va plutôt appeler ça généralement de l'énergie chimique, on ne dit pas énergie potentielle la plupart du temps, ou énergie chimique, qu'on va noter chim par exemple, donc énergie chimique de cette manière-là. Et donc en fait, c'est quoi? Cette énergie potentielle, elle est due aux liaisons entre les atomes. Alors par exemple, ça vous le faites pas, mais par exemple si je prends du méthane, formule CH4, donc voici le méthane, sa formule développée ici, qu'est-ce qui se passe? Entre l'atome de carbone et l'atome d'hydrogène, il existe une liaison, ça c'est bien de l'énergie, donc qui est stockée dans cette molécule-là, donc c'est que si c'est stocké, c'est forcément de l'énergie qu'on va appeler potentielle. Donc en fait, dans ma molécule de méthane, le fait d'avoir créé des liaisons entre les atomes, j'ai stocké un petit peu d'énergie, et c'est cette énergie-là que je vais pouvoir libérer en brisant ces molécules lors par exemple d'une combustion. Quand on va faire une combustion, on va réarranger les liaisons chimiques entre elles, et donc on va passer d'un état d'énergie assez haut vers un état d'énergie un peu plus bas, et la différence entre les deux, c'est l'énergie que l'on va récupérer. Alors j'ai mis ici énergie potentielle liée aux liaisons entre les atomes, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque par exemple entre les molécules même, j'ai aussi de l'énergie qui s'appelle de l'énergie de liaison. Il y a différents types de liaisons, par exemple les liaisons de Van der Waals, que vous avez dû voir en première, ou les liaisons hydrogène, ce sont aussi de l'énergie qui va être sous forme de type chimique. Donc c'est de l'énergie qui est potentielle, qui est due aux liaisons, on va dire, entre les particules, plus simplement.
Alors, un autre type d'énergie potentielle liée à des liaisons, eh bien, ce sont celles qui vont permettre la cohésion des noyaux. Alors ici, le noyau, ce sont des énergies qu'on va appeler plutôt potentielles nucléaires. Donc, énergie potentielle, nucléaire. Alors c'est pour ça que nous, on n'appelle pas ça non plus énergie potentielle nucléaire, on appelle ça la plupart du temps ou énergie nucléaire. Donc j'ai marqué, monsieur, c'est pas très bien écrit. Donc nucléaire, qu'on va noter E nucle la plupart du temps. Alors je vais bien écrire parce que là on voit rien du tout. Oups. E N UCl. Donc ça, c'est aussi une énergie potentielle, sauf que là, les liaisons ne sont pas entre les atomes eux-mêmes, mais c'est entre eux, par exemple, tout ce qui est nucléon, entre protons et neutrons. Quand on va faire des énergies, des réactions nucléaires, on va casser ça, et donc on va libérer aussi de l'énergie, donc qui est due à la cohésion de son noyau, qui peut être libérée lors des réactions nucléaires. Alors, un autre type d'énergie potentielle, là, que peut-être vous avez déjà vu, par exemple, en SI, c'est quand vous comprimez, par exemple, un ressort, vous dans le détendez, le fait de comprimer un ressort, ça vous permet après, quand vous libérez le ressort, de libérer de l'énergie cinétique, donc ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez bien emmagasiné, c'est donc de l'énergie potentielle, et là, cette fois-ci, qui va s'appeler énergie potentielle élastique. Donc, énergie potentielle élastique, pareil, dans un élastique, justement, quand on tire un élastique, après, on peut accumuler de l'énergie, la lâcher et libérer cette énergie. Donc ici, on va l'appeler énergie potentielle élastique, EPE. Voilà, donc ça se rencontre pas trop cette année, on la verra pas, mais comme je fais un truc un peu général, qui est un peu hors programme, donc je vous le dis, ici, ça existe, c'est l'énergie donc qui va être accumulée dans un ressort. Et la dernière qui existe, c'est de l'énergie potentielle électromagnétique. Donc on va marquer E potentiel, je suis un peu feignant. Donc électromagnétique. Donc ici, alors ça va dépendre, la notation je vais pas vous la donner. Donc ça va être acquise donc dans un champ électromagnétique, donc soit un champ électrostatique, soit un champ magnétostatique. Le fait de créer un champ, par exemple magnétique, si vous mettez un aimant, vous allez pouvoir faire bouger cet aimant. Ça veut dire qu'il va acquérir une certaine quantité d'énergie ici. Ou alors dans un condensateur plan, par exemple, là vous allez acquérir de l'énergie qu'on va dire plutôt électrostatique. Donc ça peut être deux possibilités, donc acquise dans un champ électromagnétique, soit électrostatique, soit magnétostatique, stockée par exemple dans, on va mettre un condensateur ou une bobine par exemple. Donc un condensateur ou voilà, une bobine. Voilà. Donc j'ai pas là-dessus, voilà, donc le condensateur on a déjà vu un petit peu ce que c'était, la bobine c'est un enroulement de fil, et donc vous allez créer un champ magnétique à l'intérieur, et donc vous allez avoir pouvoir stocker l'énergie sous forme magnétique à l'intérieur. Voilà. Alors ça c'était toutes les formes d'énergie qui existent. Vous voyez qu'il n'en existe que deux, les formes d'énergie cinétique, et tout le reste en fait c'est des énergies qui s'appellent potentielles. Alors par contre ici, quelle que soit leur forme, toutes ces formes d'énergie sont équivalentes. On peut transformer toute en une autre. Alors parfois en passant par une autre c'est possible, mais on peut passer de toute forme d'énergie à une autre sans trop de difficultés. Toutes celles-ci sont équivalentes. Alors donc un système, il peut avoir toutes ces formes d'énergie accumulées en même temps. Donc soit si c'est accumulé, c'est sous forme d'énergie potentielle, sinon c'est sous forme d'énergie cinétique, mais il a le droit de les avoir toutes, et toutes en même temps. Alors donc plutôt, en fait, ce qui va être intéressant, ça va être distinguer plutôt ces énergies plutôt macroscopiques, celles qu'on va pouvoir mesurer nous facilement, et puis d'autres qui vont plutôt être de l'ordre du microscopique, c'est-à-dire à l'intérieur de notre système. Alors, donc on va noter ici, donc globalement, en fait, on va essayer de comprendre ce que c'est que l'énergie totale d'un système. Donc, à l'échelle macroscopique, un système possède une certaine quantité d'énergie appelée énergie, alors macroscopique, on l'appelle pas énergie macroscopique, on l'appelle énergie mécanique, donc énergie mécanique
Donc on va noter donc EM, hein, donc l'énergie mécanique, ce qu'on appelle, ce qu'on avait vu dans le chapitre précédent, hein, c'est la somme des énergies cinétiques plus énergie potentielle de pesanteur. Alors en fait c'est même un peu plus général que ça, parce que l'énergie potentielle élastique peut faire partie des énergies d'un système mécanique. Alors comme on est en terminale, on va se limiter seulement à l'énergie cinétique macroscopique et l'énergie potentielle de pesanteur, mais il en existe d'autres. Et en tout cas, ça va être son énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, c'est l'énergie macroscopique d'un système que nous, on va pouvoir appréhender assez facilement. Alors, on va pouvoir noter donc que ici, l'énergie mécanique, c'est la somme des énergies cinétiques et potentielles macroscopiques. Alors on va le noter comment? On va dire que EM, c'est égal à l'énergie cinétique macroscopique, hein, donc nous ce qu'on appelle énergie cinétique classiquement, plus son énergie potentielle macroscopique. Alors l'énergie cinétique, hein, je vous ai dit, donc l'énergie mécanique, ça va être quoi? Ça va être son énergie cinétique, on l'appelle nous tout simplement EC, plus son énergie potentielle de pesanteur, plus le reste. Alors ça je vais pas le noter, mais par exemple ça peut être l'énergie potentielle élastique, etc. Il en existe d'autres. Donc nous en fait en terminale on ne retient que cette formule. L'énergie mécanique c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Faut savoir qu'il en existe d'autres. Alors ça c'était pour l'énergie macroscopique, et donc il existe la même chose, hein, sous forme microscopique. Alors sous cette forme microscopique, cette énergie, on va l'appeler non pas énergie microscopique, mais énergie interne. Donc on va noter donc à l'échelle microscopique, un système possède une énergie, donc appelée énergie interne. On va la noter grand U. Donc grand U, c'est l'énergie microscopique qu'on va appeler donc l'énergie interne. Comme tout à l'heure, l'énergie interne c'est quoi? Ça va être l'énergie cinétique microscopique, hein, plus toutes les formes d'énergie potentielle microscopique aussi. Alors, ce qui veut dire que en gros, un système, son énergie totale, c'est quoi? L'énergie totale d'un système, je vais marquer ETOT, c'est tout simplement son énergie mécanique plus son énergie interne. Alors, petite remarque, en fait, les énergies potentielles, donc, je vous mets, donc, sont liées aux interactions entre les particules qui constituent le système. C'est ce que j'en avais vu au-dessus. Elles peuvent être négligées dans le cadre de ce qu'on appelle le gaz du modèle parfait. Alors, en partie sciences de l'ingénieur, on ne traite pas cette partie du gaz parfait. En fait, c'est un gaz qui, on va dire, voilà, si on imagine un gaz, donc les particules sont éloignées les unes des autres, elles ont une vitesse, elles s'entrechoquent. Ça veut dire que déjà, premièrement, on estime qu'il n'existe aucune interaction entre les particules et que les chocs sont ce qu'on appelle élastiques, c'est-à-dire, justement, sans perte d'énergie. Voilà, peu importe. Je me suis une petite remarque, parce que sinon en fait ça va être un petit peu compliqué. Voilà, alors j'en ai terminé pour cette première partie, et puis je vous donne rendez-vous pour la suivante, sur ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique. Voilà, merci, au revoir.